Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'épisode 396 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé ce mardi 12 août 2025, un épisode haletant, émotionnellement dense et bourré de rebondissements que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Alors que la chasse au trésor de Christian Santoni prend une tournure de plus en plus périlleuse, Jawad et Thomas s'aventurent encore plus loin, jusqu'à réveiller de vieilles menaces. Ce qui n'était qu'un jeu devient une véritable opération à haut risque, sous l'œil suspicieux d'Ariane, bien décidée à ne pas laisser le passé ressurgir sans réponse. Pendant ce temps, au cœur du Mistral, les tensions familiales explosent. Patrick tente un rapprochement douloureux avec Vadim, qui refuse de le reconnaître comme père. Et alors que Babette s'éloigne de plus en plus, Patrick s'accroche au soutien fragile de Léa et Raphaël, dans une tentative désespérée de reconstruire un semblant de lien familial. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle passion naissante éclate entre Luna et Idriss, dans l'intimité d'une voiture de patrouille. Un moment intense, inattendu, qui pourrait tout faire basculer. Et alors que le mystère du plan de Santoni semble enfin se dévoiler, le pire survient, deux hommes encagoulés surgissent, volent le plan sous les yeux de Jawad et Thomas et laissent derrière eux un vide. Et une claque en pleine figure. Une trame explosive, des regards lourds de secrets, des trahisons, des révélations familiales déchirantes. Cet épisode est un concentré de tension et d'émotion. Installez-vous confortablement, on vous raconte tout dans ce résumé détaillé. Au bar du Mistral, dans un coin un peu à l'écart, Barbara s'assoit en face de Jawad, les bras croisés, le visage fermé. Elle le fixe quelques secondes, visiblement tendu. Jawad j'ai un mauvais pressentiment. Il relève les yeux vers elle, étonné. À cause de Santoni ? Barbara hoche la tête. Le fait que quelqu'un d'autre cherche sa tombe, ça me fout vraiment mal à l'aise. Je veux pas qu'on se retrouve mêlé à un truc louche. Jawad soupire, partagé entre excitation et inquiétude. Je sais, moi aussi ça me turlupine. Mais on en est trop loin pour reculer. Ce colis, cette lettre, la Bible Santoni a voulu qu'on retrouve ce trésor. Barbara secoue la tête. Ou alors il voulait qu'on se plante. Ou pire, qu'on déclenche quelque chose. Ce type traînait avec des gars dangereux, Jawad. Un silence s'installe. Puis Barbara reprend, plus fermement. Et Thomas ? Tu veux lui dire ? Jawad hésite une seconde, puis tranche. Non. S'il apprend qu'on n'est pas seul à chercher le magot, il va flipper. Il va se rétracter. Et on ne peut pas se permettre de perdre cette chance. Barbara acquiesce, à contre-cœur. Le dilemme est là, avancer malgré le danger ou reculer et laisser passer peut-être leur seule opportunité de sauver le Mistral. D'accord. On continue mais prudemment. Dit-elle d'une voix basse. Promis. Pas de vagues. On garde ça entre nous. Répond Jawad. Mais au fond d'eux, ils savent que ce secret pourrait bien leur exploser au visage. Au commissariat, Boé entre dans le bureau d'Ariane, son air grave trahissant une certaine urgence. Il s'approche et lâche d'une voix posée, mais inquiète. Jawad a posé une drôle de question à Léa. Il lui a demandé où se trouve la tombe de Christian Santoni. Ariane se fige. Santoni ? Souffle-t-elle, troublée. Pourquoi il voudrait aller là-bas ? Boé hausse les épaules, tout aussi perplexe. Aucune idée. Mais ça sent pas bon. Et Léa m'a dit que quelqu'un d'autre avait posé la même question la semaine dernière. Ariane blêmit. Son instinct de flic se réveille aussitôt, mêlé à une inquiétude plus personnelle. Tu peux me filer son numéro ? Faut que je l'appelle. Boé hésite une demi-seconde, puis tend son téléphone sans discuter. Il connaît assez Ariane pour savoir qu'elle ne lâchera pas l'affaire. De son côté, à l'appartement, Patrick retrouve Babette dans la cuisine. L'ambiance est tendue, presque pesante. Il tente un rapprochement, d'une voix douce. Je voulais te dire je comprends ta colère. Et si tu m'en veux encore pour ce que je t'ai dit il y a 20 ans ? Babette lève les yeux vers lui, les traits fermés. Tu crois que j'ai oublié ? Que c'est effacé ? Patrick baisse la tête, honteux. Dis-moi ce que je peux faire pour me faire pardonner.
Un silence. Puis Babette, d'une voix brisée mais ferme. Je ne sais pas, Patrick. Pour l'instant laisse-moi du temps. Elle quitte la pièce en silence. Patrick reste seul, ébranlé. Pour lui, tout est à reconstruire. Au cimetière Saint-Pierre, le vent souffle doucement entre les allées de pierre. Jawad et Thomas, visiblement tendus, avancent prudemment vers une tombe précise, celle de Christian Santoni. Dans leur regard, un mélange d'excitation et de stress trahit qu'ils ne sont pas là pour une simple visite de courtoisie. Alors qu'ils s'approchent, soudain, une voix les interrompt net. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ils sursautent. Ariane vient d'apparaître derrière eux, les bras croisés, le regard acéré. Jawad tente de garder contenance. Rien de spécial. Je voulais juste déposer des fleurs sur la tombe du père de Santoni. Ariane le fixe sans cligner des yeux. Depuis quand tu te soucies de ce type ? Elle le connaît bien. Trop bien. Et elle redoute une chose, une rechute. Elle l'a vu sombrer autrefois, elle ne veut pas le revoir glisser à nouveau. Jawad, j'espère que t'es pas en train de déconner. C'est pas une bonne idée de traîner dans ce coin-là, surtout pas avec ce nom. Thomas, blême, comprend qu'il faut agir vite. Il jette un œil autour de lui et repère une tombe voisine ornée d'un bouquet. Discrètement ou du moins il l'espère, il se penche, attrape les fleurs, et revient aussitôt vers Jawad avec un sourire crispé. Voilà. Les fleurs. C'était pour ça. Ariane regarde le bouquet, perplexe. Elle n'est pas dupe. Quelque chose cloche. Mais elle choisit, pour l'instant, de ne rien dire. Elle les garde à l'œil. Et pendant ce temps, Jawad et Thomas savent qu'ils marchent sur un fil. La chasse au trésor de Santoni est loin d'être un jeu et désormais, Ariane est dans la boucle. Pendant qu'au Mistral les tensions s'intensifient, un rapprochement inattendu se produit ailleurs. Luna et Idriss, depuis plusieurs jours en patrouille côte à côte, ont tissé un lien de plus en plus trouble. Les regards se prolongent, les silences sont chargés, et l'atmosphère devient irrespirable de tensions retenues. Ce soir-là, dans la voiture de service, alors qu'ils viennent de boucler une intervention mineure, Idriss arrête le véhicule sur une route tranquille. Le moteur ronronne à peine, les néons de la ville brillent au loin. Luna tourne la tête vers lui. Elle ne dit rien. Lui non plus. Mais leurs gestes parlent à leur place. Une main frôle une cuisse, un souffle se rapproche et d'un élan irrépressible, ils s'embrassent. La passion éclate, dévorante, irréversible. Ils cèdent, sans retenue, à ce qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Dans l'habitacle exigu de la voiture de patrouille, leur histoire commence ou dérape, selon le point de vue. De son côté, Thomas est absorbé par un tout autre mystère. Il relit encore et encore le texte codé de Christian Santoni, cherchant un sens caché, un détail qui lui aurait échappé. C'est une citation qui attire finalement son attention. Une phrase sibylline, évoquant un oiseau de pierre qui garde les secrets du ciel. Intrigué, Thomas retourne au cimetière avec Barbara. Il observe les tombes, fouille les moindres recoins. Et là, sur une stèle usée par le temps, il aperçoit une gravure presque effacée, un oiseau en plein envol, sculpté à même la pierre. En dessous, un symbole gravé, discret, à peine visible à l'œil nu mais bien réel. Thomas retient son souffle. Il vient peut-être de faire une découverte capitale. Le trésor de Santoni, enterré depuis 20 ans, commence lentement à révéler ses secrets. Le soir venu, sous un ciel noir sans lune, Thomas et Jawad retournent discrètement au cimetière Saint-Pierre. L'excitation est palpable, mêlée à une nervosité croissante. Munis d'une lampe torche et de leurs souvenirs précis, ils retrouvent la pierre tombale ornée de l'oiseau. Ils inspectent la décoration sculptée, et à force de tâtonnements minutieux, découvrent un petit compartiment dissimulé dans la structure. Jawad réussit à l'ouvrir avec précaution et là, c'est l'instant tant attendu, à l'intérieur repose un vieux message enroulé et scellé dans un cylindre métallique. Avec un regard complice, Thomas murmure, c'est peut-être le plan. Le vrai. Sans attendre, il brise le cylindre et découvre un plan minutieusement tracé à la main, avec des indications claires, des coordonnées, et une annotation griffonnée à l'encre noire,
pour ceux qui savent voir au-delà des pierres. Ni une, ni deux, ils quittent le cimetière, tenant le plan comme un trésor inestimable. Mais à peine ont-ils roulé quelques minutes que tout bascule. Dans une ruelle étroite, leur camionnette est brusquement interceptée par une voiture banalisée. Deux hommes encagoulés surgissent, armés, visiblement préparés. Ils les forcent à descendre. Thomas tente de protester, Jawad de négocier. En vain. L'un des hommes leur arrache le plan des mains. L'autre prend le volant de la camionnette. En moins d'une minute, tout est terminé. Les voleurs s'évanouissent dans la nuit, ne laissant derrière eux que le silence et l'amertume. Sous le choc, Thomas et Jawad restent figés sur le trottoir. Le cœur battant, les mains vides. Ce plan représentait bien plus qu'une carte, c'était leur seul espoir de sauver le Mistral. Et il vient de disparaître peut-être pour toujours. Patrick Nebou se présente chez Vadim, profondément préoccupé depuis que Florence, la mère de ce dernier, a quitté Marseille pour se reposer en maison de convalescence. Son absence soudaine a laissé un vide, et Patrick, désormais conscient de sa paternité, se sent investi d'une responsabilité tardive. Il entre, le regard sincère, presque hésitant. Il tente de briser la glace. C'est ta mère qui m'a demandé de veiller sur toi. Mais Vadim, assis, les bras croisés, n'est pas prêt à ouvrir la porte à cette tentative de rapprochement. Son ton est glacial, tranchant. Ce n'est pas parce qu'on a des chromosomes en commun qu'on est de la même famille. Patrick encaisse le coup, mais reste calme. Il tente de lui rappeler un fait biologique incontestable. Génétiquement, oui. Vadim, le regard dur, ne laisse aucune place à l'émotion. Il le coupe, le cœur chargé d'amertume. Je ne suis pas votre fils. Je suis un accident de fin de soirée. Ces mots, d'une violence crue, touchent Patrick en plein cœur. Mais il ne se démonte pas. Il prend une grande respiration, comme pour absorber toute cette douleur et cette rancune, puis murmure. Peut-être. Mais même si c'est 23 ans trop tard, je veux être là. Vadim détourne le regard. Il n'y croit pas. Pour lui, la plaie est trop profonde. Pendant ce temps, à la résidence, Aya a décidé de s'accorder une parenthèse de douceur. Elle prend sa journée pour passer l'après-midi avec Nolan, bien décidée à faire un pas de plus dans cette relation encore fragile, mais prometteuse. À la sortie du commissariat, Patrick s'apprête à rentrer seul, le pas lourd et l'esprit préoccupé par les tensions avec Vadim, mais aussi par l'éloignement grandissant de Babette. Contre toute attente, Léa et le petit Raphaël l'attendent devant la grille, souriant. Le visage de Patrick s'illumine instantanément à la vue de son petit-fils qui court vers lui pour lui sauter dans les bras. Il le serre fort contre lui, comme pour puiser un peu de réconfort dans cette étreinte spontanée. Léa lui tend un sac en souriant. On a pensé que ça te ferait du bien de ne pas rentrer tout seul ce soir. Touché par cette attention, Patrick hoche la tête, ému. Ce petit geste simple lui redonne un peu d'humanité au milieu de tout ce chaos intérieur. Sur le trajet, ils évoquent la journée, mais Léa sent bien que son père reste soucieux. Alors, en posant une main douce sur son épaule, elle lui glisse doucement. Il faut laisser du temps à maman. Elle t'aime, mais ce que vous traversez est lourd, elle a besoin de souffler. Patrick acquiesce, les yeux dans le vide. Il comprend. Il n'insistera pas, même si l'attente lui pèse. De son côté, justement, Babette s'offre une parenthèse en compagnie de Lucie et de Yolande. Elles sont toutes les trois installées dans les fauteuils du cinéma, une comédie à l'affiche. Babette essaie de se détendre, de rire, d'oublier un instant les blessures anciennes, les révélations, les tensions. Cette soirée entre filles, loin de tout, lui permet de respirer à nouveau. Mais dans son regard parfois perdu, on sent que Patrick n'est jamais bien loin. Et voilà, c'est la fin de cet épisode intense et riche en émotions de Plus belle la vie, épisode 396 diffusé ce mardi 12 août 2025 sur TF1. Alors que le plan de Santoni semblait enfin à portée de main, Jawad et Thomas se retrouvent brutalement dépouillés de leur espoir. Ce vol pourrait bien mettre en péril la survie du Mistral et leur sécurité. Ariane, quant à elle, sent que quelque chose se trame. Va-t-elle percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard ? Du côté de Patrick et Vadim, la tension est à son comble.
La blessure est trop profonde, le pardon encore hors de portée et pendant que Patrick se bat pour retrouver une place dans la vie de son fils, Babette cherche l'apaisement, loin de lui. Mais entre les ombres du passé, les désirs qui s'embrasent et les liens familiaux fragiles, une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Si cet épisode vous a bouleversé autant que nous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de nous dire en commentaire. Pensez-vous que le trésor de Santoni refera surface? Jawad va-t-il retomber dans ses vieux démons? Et cette histoire entre Luna et Idriss, coup de cœur ou erreur fatale? Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, restez connectés au Mistral.